On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir rejoints ce soir pour cette nouvelle édition de notre rendez-vous mensuel 30 minutes avec. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir le professeur Marianne Jauvert. Bonsoir à vous. Merci à Bonsoir. vous d'avoir accepté notre invitation pour ce soir aborder la question de la motricité comme peut-être prédicteur du développement. Vous êtes donc professeur de psychologie du développement à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes également psychomotricienne de profession et vous êtes spécialiste de l'étude de la motricité dans les troubles du neurodéveloppement. Ce soir, j'ai la chance d'être accompagné de ma collègue Marie Baduel. Marie, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir. Donc Marie Baduel, moi je suis orthophoniste, neuropsychologue et ingénieure pédagogique chez Octopus. Et donc ce soir, je co-anime avec Antoine. Et donc, moi, neuropsy et directeur de la pédagogie d'Octopus. Donc, Marie et moi allons tout simplement lancer le webinaire très rapidement. Et ensuite, après 30 minutes d'intervention du professeur Marianne Jauvert, vous aurez 30 minutes pour pouvoir lui poser vos questions. Nous nous permettons, Marie et moi, d'insister sur le fait que ce n'est pas à nous de poser les questions et il ne faut pas du tout hésiter. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'intervention du professeur Jauvert dans l'onglet questions et réponses en bas du Zoom. Et c'est Marie et moi, à l'issue de la présentation, qui feront le relais de vos questions. Voilà, je ne dure pas plus longtemps. À vous la parole, professeur Jaubert, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous pour votre invitation, en fait, très intéressante et sur votre suggestion d'aborder comme ça dans une trentaine de minutes le sujet de la motricité et de sa fonction de prédiction sur le développement. Alors, vous m'aviez demandé précisément d'aborder la question du développement et comme je vous l'indiquais dans notre préparation, en fait, j'ai choisi de me centrer sur les troubles du développement et donc ce grand pas pour l'homme et le petit pas du bébé, il se fait dans la direction éventuellement du trouble du développement. Donc c'est la question que je vous propose d'aborder, et puis surtout en fait pour soulever des questions, j'espère, qui feront jour dans la deuxième partie de la présentation. Alors, je vais commencer par quelque chose d'un petit peu théorique. Alors, si j'arrive à voilà, à avoir mes diapositives. Quelques mots juste rapidement sur qu'est-ce que c'est que la prédiction? Est-ce qu'il y a une méthodologie générale qui nous permet de faire des prédictions? C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose d'assez puissant de se dire, je vais prédire la suite du développement de l'enfant à partir de ses mouvements. Et avant de rentrer dans le dur du sujet, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en psychologie du développement, on a maintenant énormément recours à la notion de trajectoire de développement. Trajectoire de développement, on dit que c'est le résultat en fait des transactions entre l'individu et son environnement qui le conduit à avoir le développement qu'il a, c'est-à-dire des progressions, par exemple, là, représentées en termes de performance. Alors, je prends mon petit pointeur, des performances qui se développent avec plus ou moins de rapidité, vous voyez, au cours du temps qui passe. Si on regarde en fait ici ce schéma, on voit représenter quatre trajectoires de développement. Ces quatre trajectoires de développement sont des modèles, hein, pour essayer de comprendre et surtout de bien vous expliquer que finalement le développement est extrêmement variable et que on a un phénomène qu'on appelle ici équifinalité, par exemple, qui fait que des enfants qui ont des trajectoires a priori très différentes, c'est la marron, la rouge et la verte, vont en fait terminer au même endroit, au même moment, avec des compétences comparables, alors que les trajectoires qui précédaient étaient très différentes. Cette équifinalité, elle est le pendant en quelque sorte de ce qu'on appelle la euh, multifinalité, qui fait que des enfants qui, au départ du développement, auraient des trajectoires tout à fait similaires, comme ici la rouge et la jaune, vont à un moment donné se séparer et faire que même si le départ était le même chez nos deux enfants, eh bien, la fin du développement, en quelque sorte, va être très diverse. Ces phénomènes d'équifinalité et de multifinalité pavent en quelque sorte, sont le pavement, sont vraiment le support sur lequel nos réflexions vont s'ancrer dans la suite de ce travail. Puisque, en fait, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut savoir, en regardant l'enfant à un instant T, si à l'instant T plus 1, il va finalement présenter des troubles du développement. Alors,
On a en recherche tout un tas de méthodologies pour aborder ces questions, notamment le premier, bien sûr, le suivi longitudinal, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des enfants et qu'on les suive au cours du temps qui s'écoule et voir si, ben, en fonction du profil qu'ils avaient au début du développement, je sais pas, par exemple à l'âge de 6 mois, on les retrouve à l'âge de 1 an, de 3 ans ou de 5 ans avec des troubles et on peut comme ça faire des inférences en quelque sorte sur le caractère prédictif des signes que l'on observe. Vous imaginez que c'est très compliqué, à la fois du point de vue du temps que ça nécessite, mais aussi de la taille des cohortes qu'il faut inclure. Si on sait que, par exemple, les troubles du neurodéveloppement concernent environ 8-10% des enfants, alors, alors il faudrait une très très grosse cohorte pour voir les signes précoces de ces enfants qui, bon, enfin, vous imaginez la complexité. Donc, la plupart des travaux se penchent sur des cohortes dites à risque, c'est-à-dire des frères et sœurs, par exemple, d'enfants qui ont un de ces troubles et d'autres ont des stratégies rétrospectives basées sur des questionnaires. Mais du coup, on a des résultats qui sont assez peu robustes, vous imaginez bien, c'est-à-dire qu'on a le souvenir des parents, la diversité des situations et des trajectoires. Donc c'est très difficile d'avoir des éléments tangibles sur le caractère prédictif de nos observations. Alors, oui, j'avais mis une petite animation pour vous montrer que dans le suivi longitudinal, c'était essentiel parce que, par exemple, si je recule, je voyais, je transforme mon suivi de trajectoire de développement en sorte de photographie des enfants à un âge et à un autre, on voit qu'en fait, ce n'est pas du tout le même enfant qui est bas au début du développement et bas à la fin du développement. Et donc, en fait, on peut difficilement faire des prédictions sur que deviendra cet enfant ici plus tard et que deviendra cet enfant ici plus tard si on n'a pas suivi le même enfant. La HAS a publié assez récemment un document assez intéressant sur la question du pronostic et des signes qui doivent nous alerter comme justement étant potentiellement prédicteurs d'un trouble du développement. Il distingue ce qu'ils appellent des signes d'appel, c'est-à-dire des signes qui doivent attirer l'attention. On pourrait dire par exemple ici, là, cet enfant dans la trajectoire verte présente un certain nombre de signes d'appel, c'est-à-dire que c'est bizarre que si par exemple c'est le développement du langage qui est décrit ici, ils mettent tant de temps à démarrer. Donc ça doit nous interpeller. Maintenant, en fait, assez rapidement, il faut suivre l'enfant et se rendre compte que, ah ben non, en fait, il rattrape son retard et en fait, ces signes d'alerte sont des signes que l'on mesure souvent un petit peu plus tard et qui nous font penser que non, non, là, il y a vraiment un problème qui se profile. Alors, pour ce qui concerne la motricité, on a énormément de données qui nous permettent d'avoir des anticipations un petit peu sérieuses sur que doit faire l'enfant du point de vue développemental à un âge donné. Je vous en présente juste un extrait ici d'un ouvrage dans lequel sont représentées, vous voyez, un certain nombre de compétences du jeune enfant, donc l'apparition de la marche, du cabotage, hein, le fait d'aller d'une chaise à l'autre, par exemple, lorsque l'enfant ne maîtrise pas encore la marche, mais aussi la station assise. J'utilise beaucoup ce graphique pour inviter les auditeurs à se représenter le fait qu'il y a une très grande variabilité dans l'âge auquel ces différentes compétences sont acquises. Cette variabilité, elle est représentée ici par la longueur du trait vert. La longueur du trait vert représente la période de temps pendant lequel, en fait, l'étendue des âges pendant lesquels 90% de la population acquiert cette compétence. Par exemple, on voit que 90% des enfants tiennent la tête droite lorsqu'ils sont tenus verticales entre l'âge de 1 mois et de 5 mois. C'est extrêmement vaste si vous considérez ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de variabilité. Vous voyez que en fait, on a un petit trait noir à chaque fois qui représente l'âge médian, c'est-à-dire l'âge médian, l'âge auquel 50% des enfants ont fait ces acquisitions. On voit sur ces graphiques que, en fait, il y a beaucoup de variabilité pour chacune de ces acquisitions et donc il est très difficile de savoir si un enfant qui, par exemple, ne tient pas assis à l'âge de 7 mois aura véritablement un trouble du développement plus tard, une difficulté de développement moteur, puisque, en fait, il est pris dans cette variabilité et donc, à part les très grands retards,
très nette, donc c'est-à-dire qui sortent de ce trait vert, les enfants qui finalement n'ont pas encore acquis la station assise lorsque 95% des enfants y parviennent, hein, puisqu'on est après le trait vert. Alors là, bien sûr, les spécialistes sont alertés. Mais vous voyez qu'on est dans des situations très extrêmes pour lesquelles il y a quasiment un diagnostic très tôt qui est posé. Ce qui nous intéresse plus, c'est les enfants qui présentent des signes un peu légers et qui mériteraient d'être soutenus dans leur développement. Alors, j'avais une autre représentation de ce graphique que je vous ai montré là sur l'acquisition de la marche. On voit ici représenté, vous voyez l'âge en mois et en fait la proportion, le pourcentage d'enfants qui marchent à ces différents âges. Des vieilles données, mais l'idée est un peu toujours la même, c'est-à-dire il faudrait savoir quand un enfant fait une acquisition, positionner cette acquisition par rapport aux normes, par rapport à ce qu'on observe habituellement pour chacune de ces acquisitions. Donc ça, les très nombreux cliniciens qui sont présents, connectés, connaissent très bien en fait ce principe de recourir à des tests normés pour savoir chez le jeune enfant s'il se situe dans la norme, dans les attentes, ou au contraire si il présente des comportements trop en retard, c'est des acquisitions trop retardées. Et bon, les plus classiques pour le jeune enfant sont le Bayley et le Brunelleschi, qui d'ailleurs, c'est intéressant, comportent différentes dimensions, hein. Ce sont des échelles de développement qui, qui s'intéressent à l'enfant dès avant l'âge de 1 an, hein, très précocement et jusqu'à 4, 2 ou 4 ans, et qui explore à la fois le développement moteur, mais aussi le développement langagier, social et cognitif. Plus spécifiquement sur le développement moteur, à partir de l'âge de 4 ans, on a des tests très spécifiques qui nous permettent de voir si l'enfant a un développement moteur dans la norme ou au contraire en retard et quelle est l'importance de ce retard si jamais il était présent. Je ne peux pas parler d'évaluation précoce de la motricité sans parler d'un questionnaire que je viens en fait de valider en fait à la population française, qui est aussi un questionnaire de dépistage chez le jeune enfant, puisque c'est chez l'enfant de 3-5 ans. Le questionnaire s'appelle LDCDQ. C'est un questionnaire assez intéressant puisque c'est un questionnaire que l'on propose aux parents. On demande aux parents d'estimer leur sentiment quant à la ressemblance entre leur enfant et les enfants du même âge sur un certain nombre d'acquisitions. Donc, est-ce que votre enfant, par exemple, joue dans les aires de jeu de la même façon que les autres enfants? Est-ce que votre enfant mange comme les autres enfants? Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce questionnaire, c'est qu'il se repose sur le regard des parents qui est en fait toujours vigilant dans une sorte de comparaison et une sorte d'intuition, disent ouais mon enfant il est un petit peu lent là-dessus, hop il est un petit peu lent là-dessus et finalement c'est l'entièreté du profil qui va aider le clinicien et le questionnaire à dépister les enfants pour lesquels un véritable bilan par un spécialiste est requis puisqu'en fait, c'est uniquement un bilan réalisé par un spécialiste qui va savoir, qui va permettre, pardon, de précisément savoir si l'enfant qui présente des difficultés motrices a des difficultés qui sont très intenses et du coup qui a besoin de soutien rapidement. Si c'est des performances plutôt faibles, mais qui finalement pourraient retrouver une trajectoire de développement euh, euh, harmonieuse, on pourrait dire, grâce à un soutien, peut-être à des conseils éducatifs, ou si les enfants se développent parfaitement normalement et qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. On sait quand même que la plupart des tests que je vous ai décrits ne permettent d'avoir que une photographie, un instantané de ce que c'est faire l'enfant à un moment donné, en particulier quand les enfants sont jeunes. On ne peut pas du tout prédire de façon très robuste la suite du développement, à moins que finalement l'enfant soit très très loin dans les difficultés développementales. C'est-à-dire que finalement la plupart des enfants vont présenter des fois des petits retards qui, grâce au conseil, grâce à la guidance parentale, vont être très rapidement comblés. Maintenant, bien sûr, il existe un certain nombre de cas dans lesquels ces difficultés persistent, voire s'aggravent, et dans lesquels une prise en charge est requise. Mais donc, il faut bien garder à l'esprit que chez le jeune enfant, le bilan ne donne qu'une photographie instantanée qui a une puissance de prédiction assez faible, vous l'aurez comprise. Il me reste encore
du temps. Donc, je vais pouvoir passer à la deuxième partie de ma présentation qui porte là sur des travaux de recherche qui se sont intéressés à la présence de signes moteurs précoces dans la suite du développement. Alors, on trouve un certain nombre de recherches hein, quand on fait de la revue de littérature, et j'en ai fait une assez récemment grâce à une étudiante de Master 2 qui a un projet de thèse un peu sur ces questions. Et ce qu'on on constate, c'est que en fait, on retrouve la mention de signes moteurs précoces dans un certain nombre de troubles du neurodéveloppement. Pour ne citer que, ici, bien sûr, le trouble développemental de la coordination, qui est un trouble dans lequel, justement, les difficultés qu'on observe chez l'enfant à l'âge scolaire sont des difficultés de motricité. On peut, dans des études qui s'intéressent aux signes précoces, identifier que, par exemple, l'acquisition de la marche à quatre pattes et de la marche autonome serait un petit peu plus tardive chez ces enfants par rapport aux autres. Mais là encore, c'est un retard de l'ordre de un mois qui a du sens statistiquement, mais cliniquement, vous ne pouvez pas du tout prédire à un enfant qui est un marche à 15 mois plutôt qu'à 14 qu'il va avoir un trouble de la coordination. Dans le cadre des recherches sur le trouble du spectre de l'autisme et du déficit de l'attention hyperactivité, là, il y a énormément de travaux en fait qui sont menés et qui permettent d'identifier dans les deux cas à la fois des retards dans le développement moteur, mais également des atypies qui sont fréquentes. Là encore, pour ce qui concerne des retards, il est très difficile d'avoir des conclusions sérieuses puisque les retards ne sont pas si graves que ça, si intenses et ne sont pas vraiment des alertes en tant que telles. Euh, alors, pour illustrer mon propos, euh, pour les retards dans le trouble du spectre de l'autisme, ils touchent tous les domaines, que ce soit la motricité générale ou la motricité fine. Et plus particulièrement, c'est intéressant de noter qu'on retrouve souvent des atypies au niveau de ce qu'on appelle les mouvements généraux. Je pourrais y revenir s'il y a des questions spécifiques là-dessus. C'est la motricité spontanée du nourrisson, vraiment dans les tout premiers mois de la vie. Mais on observe aussi dans les activités plus spontanées chez l'enfant plus âgé, donc vers 2, 3 ans, euh, la présence de stéréotypies et aussi d'une certaine asymétrie corporelle qui est fréquemment rapportée, et puis des particularités du tonus. Et dans le trouble déficit de l'attention hyperactivité, on va aussi beaucoup retrouver un retard dans la motricité générale, mais hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve avant 9 mois. Après cet âge, c'est plus tellement un signe qui est repérable. Et puis, au niveau des atypies, on les retrouve dans les mouvements généraux. Maintenant, je suis sûre que je ne me trompe pas si je dis que vous êtes en train de vous dire, en fait, du coup, il y a un peu des troubles moteurs dans tous les troubles du neurodéveloppement, et vous avez tout à fait raison. En fait, les troubles moteurs dans le cadre des troubles du développement sont absolument pas spécifiques. On a vraiment un problème pour prédire, là encore une fois, si on a un fonctionnement moteur assez particulier, alors ralenti encore moins, avec les atypies, c'est peut-être un peu plus facile, mais de quel type de trouble ces particularités motrices précoces sont l'annonce? En fait, c'est très difficile de le savoir. Et à l'heure actuelle, beaucoup de recherches dans le domaine des troubles du neurodéveloppement on fait ce constat en fait du caractère peu spécifique d'un certain nombre de signes, ce qui a conduit à développer ce qu'on appelle une approche transdiagnostique. Alors, je vais clore en essayant de vous expliquer cette approche parce qu'elle me paraît très prometteuse, surtout pour les cliniciens. L'approche transdiagnostique, c'est une approche dans laquelle on met l'accent sur les processus qui posent problème dans le développement de l'enfant, plutôt que sur en gros la catégorie diagnostique à laquelle on va rattacher l'enfant. Donc cette approche transdiagnostique, elle est en plein essor à l'heure actuelle, compte tenu effectivement de très nombreuses observations de situations de comorbidité. Et je vous ai illustré ici avec un article récent, là, d'Astel et collaborateurs, le fait que, par exemple, si on considère des domaines de fonctionnement, des dimensions du fonctionnement, comme par exemple l'hyperactivité, l'impulsivité, l'inattention, la communication sociale, le fonctionnement exécutif ou le traitement phonologique, on voit dans ce tableau que, en fait, chacun de ces domaines est potentiellement impacté
dans les différents troubles du neurodéveloppement. Alors, malheureusement, il n'y a pas la motricité dans ce modèle, j'en suis navrée, mais ça va venir. En tout cas, ce qui est intéressant pour comprendre l'approche transdiagnostique, c'est que finalement, vous voyez que l'inattention est présente dans le trouble de l'attention, bien sûr, mais également très fréquemment dans la dyslexie, très fréquemment dans la dyscalculie et très fréquemment aussi dans les troubles du langage oral. Et puis des fois, on a des signes un peu plus spécifiques, bien sûr, comme la communication sociale, qui est bien sûr plus souvent fréquente dans l'autisme, mais également dans le trouble de l'attention ou dans les troubles de la communication sociale pragmatique. Et puis on voit que l'hyperactivité et l'impulsivité sont là particulièrement fréquents et rapportés dans le trouble de l'attention et dans l'autisme. Donc cette approche diagnostique, elle vient en fait montrer que le trouble du développement n'est pas repérable uniquement dans un domaine de fonctionnement. Et ça correspond assez bien à ce constat que l'on a fait, que les problèmes moteurs étaient présents dans tout un tas de secteurs en dehors, dans tout un tas de troubles du neurodéveloppement, en dehors du trouble développemental de la coordination, qui lui est un trouble spécifique de la coordination. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on s'intéresse à la prédiction et au dépistage précoce? Eh bien, il existe des outils chez le très jeune enfant qui, justement, ont cette approche un peu globale pour appréhender le développement de l'enfant. C'est-à-dire, ça n'est pas parce qu'un enfant a un retard de la station assise que cela doit nous inquiéter, mais plutôt parce que, en plus des difficultés d'acquisition de la station assise, il a aussi, en fait, une motricité manuelle assez problématique, un langage qui semble moins bien se développer ou des comportements dans les relations sociales qui sont atypiques. Donc, c'est vraiment un ensemble, un profil. Il existe à l'heure actuelle en France des questionnaires tout à fait intéressants pour saisir ces particularités développementales, en particulier le questionnaire ASQ. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai adapté, j'ai pas d'intérêt, mais plus je le regarde, plus je le trouve intéressant. Et en fait, ce questionnaire, qui est un questionnaire en fait composé de 21 questionnaires différents, chaque questionnaire étant adapté à un âge donné, permet d'explorer en fait chez un enfant en compagnie des parents sa motricité globale, sa motricité fine, ses capacités de communication, de résolution de problèmes et ses aptitudes individuelles et sociales. À travers des questions, là je vous ai mis l'exemple de 24 mois, qui sont assez faciles dans des petites situations qui sont présentées aux parents. On peut, à l'issue de cette exploration, vous voyez vraiment large du fonctionnement de l'enfant, avoir une vision assez précise du fait que cet enfant a un profil à risque ou pas à risque. Ce qu'on reconnaît, c'est que la motricité prend beaucoup de place, hein. Vous voyez ici à 24 mois, il y a énormément de questions qui concernent la motricité parce que la motricité est vraiment quelque chose qu'on peut observer facilement et tôt et qui finalement est présent dans une version troublée dans beaucoup de troubles du neurodéveloppement. Et c'est pour ça que c'est trouvé intéressant de vous les mentionner. De façon plus proche de la HAS aussi, en tout cas c'est disponible sur le site handicap.gouv, a diffusé une grille d'observation de l'enfant dans laquelle, là encore, on a des observations qui sont faites pour l'enfant à chaque âge. Donc il y a une grille des 6 mois, une grille des 1 an, une grille des 24 mois. Et dans la grille des 24 mois, vous voyez encore la motricité à une très belle position puisqu'elle est en tête. C'est vraiment le domaine que l'on observe au premier chef. C'est cette même grille d'observation pour l'analyse des comportements instinctuels, sensoriels, émotionnels particuliers, là, qui en fait renvoient à ces atypies dont je vous ai parlé plus tôt. On a un niveau de la motricité. C'est incroyable, j'ai tenu en 25 minutes. Donc le take-home message de mon intervention, de ma présentation, c'est que vous aurez convaincu, je l'espère, qu'on a de très nombreux signes moteurs précoces dans le développement troublé. Très fréquemment, en fait, on rapporte des signes au niveau du fonctionnement perceptivo-moteur. Mais en fait, ces signes ne sont pas spécifiques et ils sont intégrés à une constellation d'autres signes, notamment au niveau de la communication et des relations sociales. Pour autant, je pense qu'on peut conclure que le développement moteur est un indicateur sensible, mais pas spécifique, c'est-à-dire que finalement, on ne peut pas savoir uniquement en regardant le fonctionnement moteur quel est le trouble du neurodéveloppement qui potentiellement pourrait apparaître si ces difficultés motrices sont vraiment très intenses et très présentes dans les différents domaines de développement.
Et donc, je vous remercie véritablement pour votre attention. Personne n'est intervenu, c'est sympa, j'ai pu parler toute seule tranquillement. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues. Puis je remercie comme ça ma collaboratrice sur ce sujet de travail, Céline Scola, et puis cette étudiante dont je vous ai parlé, Elisabeth Benkidir, que je tiens à saluer ici, ainsi que les collaboratrices que nous avons depuis récemment à Marseille à l'hôpital pour ce projet en fait sur les signes précoces des troubles du neurodéveloppement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marianne Joubert. Merci pour vos propos qui étaient très clairs. N'hésitez pas dans le fil questions-réponses à nous faire vos commentaires, à poser des questions qu'on va pouvoir relayer. On a déjà une première question autour de justement des mouvements généraux. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un petit peu dessus? Et Charlotte Lumeau aussi nous demande si vous auriez un livre à conseiller sur les mouvements généraux en attendant de faire une formation plus approfondie. Ouais, alors je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de livres en français. Alors, j'ai préparé une diapo parce que je sais que on en parle beaucoup des mouvements généraux, mais on n'a pas, les gens ne sont pas très, très bien informés parce qu'en fait, l'essentiel de la formation et de la diffusion des connaissances se fait encore dans la langue anglaise sur cette question. Donc, les mouvements généraux, ce sont des mouvements spontanés présentés par le fœtus et le nouveau-né. Et vous voyez ici, je vous ai mis ce graphique qui est intéressant parce qu'il vous montre l'apparition de ces mouvements avant l'apparition des mouvements volontaires, d'accord? Donc, généralement, on décrit les mouvements généraux et spontanés jusqu'à l'âge de 4 mois et en fait, à 4-5 mois apparaît la motricité volontaire. Ces mouvements sont de deux types. Il y a les mouvements, les writing movements, qui sont des mouvements de torsion. Je ne sais pas quel terme qui est utilisé trop en français. Les mouvements fidgety, c'est les mouvements de gigotement. Donc, ces différents mouvements, vous voyez, c'est écrit sur la diapo, sont de types différents. Ils sont un peu décrits ici. Ils apparaissent successivement. Les mouvements de writing sont présentés in utero. Et puis, se termine aux alentours de l'âge de un mois et demi. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous voulez que j'en dise plus? Non, non, merci, c'était parfait. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, j'ai Euh, pas. En fait, je vous ai mis des noms d'auteurs pour les lectures, hein. Des noms d'auteurs. Il me semble que Ador Salgra a dû publier un article en langue française là-dessus il y a quelques années. Voilà, j'aurais du mal. Je ne connais pas de livre en français. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. On voulait vous demander, vous parliez des quiz finalités au tout début de votre intervention. Je me rappelle que Bernard Gols, lui, parlait de voie finale commune pour parler de points convergents des troubles du neurodéveloppement dans certains cas, avec des trajectoires différentes chez les bébés. Alors, j'ai bien compris que la notion d'équifinalité, elle est plus dans le développement ordinaire. Alors, moi, je me demandais, est-ce que s'il y a une équifinalité développementale avec des choses qui peuvent être très différentes au départ, est-ce que ça peut éventuellement témoigner de l'impact de l'environnement? Qu'est-ce qui explique? Est-ce qu'on a des hypothèses qui permettent de comprendre quelle est la dynamique qui fait qu'on arrive à des choses communes? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà, il y a déjà quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'à force de prendre des tests avec des normes, on a une espèce de représentation un petit peu erronée de l'enfant. En fait, je travaille souvent avec une collègue comme ça qui est une dynamicienne et on aime bien rire sur l'enfant moyen qui n'existe pas. C'est-à-dire que finalement, on se construit une représentation de l'enfant moyen, mais cet enfant moyen, il n'est présent nulle part, il n'existe pas. Il n'y en a que des individualités. Donc, selon le domaine dans lequel vous allez vous intéresser à l'enfant, vous allez voir qu'il va être très fort, mais si vous changez de domaine, vous verrez que bon, là, il est pas du tout fort. Il y a pas d'enfant qui soit moyen dans tous les domaines. Donc, euh, déjà, il y a énormément de paramètres qui sont, dès le début de la vie, euh, différents chez chacun. Et donc, on n'a jamais deux enfants identiques. Et dans l'équifinalité, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que c'est juste dans le domaine du fonctionnement normal. Je pense que c'est vraiment conceptuellement,
quelque chose de très fort, de se dire, c'est possible d'être à un endroit. Regardez, ici, on est tous en train d'écouter Marianne Joher qui parle, mais en fait, toutes les personnes sont là pour des raisons différentes, après des trajectoires extrêmement variées. C'est là qu'elle est magnifique, cette équifinalité. C'est-à-dire que finalement, on peut se rencontrer, mais ça ne veut pas dire que tes enfants sont identiques. Ça veut dire que sur ce domaine-là, ils sont au même niveau, ils font la même chose. Et donc, ça veut dire que finalement, si on prend un seul domaine, on a assez peu de visibilité sur la complexité de l'enfant. Alors oui, c'est l'environnement. Enfin, pour aller jusqu'au bout de ma réponse, oui, c'est l'environnement. Et l'environnement qui a commencé à jouer son rôle bien avant d'ailleurs la naissance. Et justement, par rapport à l'environnement, est-ce qu'on saurait dire le rôle des stimulations ou de l'éveil psychomoteur? Est-ce que on reste quand même dans cette diapo que vous avez là avec les bandes vertes, que je trouve très parlante et très claire? Est-ce que on saurait dire un enfant qui n'est pas du tout stimulé ou je sais pas, qui resterait dans son transat, est-ce que du coup ça va le faire sortir de la bande verte? Ou est-ce que ça fait l'enfant qui est un petit peu vers la droite, mais on n'est pas là-dedans. Alors la bande verte, elle est quand même vachement large, hein. La bande verte, c'est la bande de 90% des enfants. Souvent, moi, les étudiants, j'essaye d'explorer avec eux. Je leur dis, mais si par exemple, vous faites quelque chose que la moitié de la classe ne fait pas, est-ce que vous trouvez que vous êtes exceptionnel? Ils disent, non. Si vous faites quelque chose que 90% de la classe ne fait pas, alors là, oui, en fait, je suis exceptionnel. D'accord? Donc, la question de la normalité, de l'atypie, elle est vraiment il faut considérer que c'est 90% des enfants. Donc quand dans le bac à sable, vous regardez les enfants et il y en a 10 et le vôtre, il ne fait pas la même chose que les 9 autres, là, vous vous inquiétez. Mais quand il y en a deux qui font autre chose, vous n'êtes pas très inquiète. Donc là, c'était quoi? C'était la variabilité. Oui, la variabilité, en fait, elle est présente tout le temps. Et du coup, il y a des parents qui stimulent à fond, d'autres qui stimulent pas du tout, mais en fait, tout ça, normalement, reste dans les 90. Maintenant, si vous avez un enfant qui est un peu à l'extrême si je reprends mon truc là, mon graphique, si vous avez un enfant qui est un peu à l'extrême et qu'en plus il est dans un environnement très peu stimulant, c'est-à-dire que si lui, si lui déjà au niveau moteur, il n'est pas, il est pas hyper adroit et qu'en plus, en fait, rien ne lui est proposé, alors finalement, on risque de le voir voilà, sortir de la bande verte. Donc, je pense que les effets sont multiples, l'origine de notre développement est multiple. Il y a ce qu'on est, il y a notre poids, la façon dont on grossit, la façon dont on se dépense, la façon dont on est stimulé, la façon dont on est intelligent et curieux, la façon dont on a nos modalités sensorielles qui fonctionnent ou pas. Donc tout ça crée un système extrêmement complexe duquel résulte le développement de l'enfant. Et donc ça, c'est très rarement un seul paramètre qui va vraiment bousculer complètement et faire que l'enfant va être en retard. Donc c'est pour ça que en fait, on peut des fois s'alarmer en disant cette nouvelle mode de ne pas stimuler les enfants, c'est quand même un peu inquiétant de les laisser tout le temps. Enfin moi, c'est quelque chose qui je m'étais dit, mais je me dis quand même, en fait, l'enfant, il va bouger. Ça fait des milliers d'années que les enfants ont des pratiques éducatives qui sont extrêmement variées et les enfants vont bien. Ceux qui sont plus en danger, c'est les enfants qui sont un peu limites déjà et du coup qui auraient besoin de ces stimulations. Comme je disais, la photographie, elle est utile parce qu'elle permet de dire pour un enfant donné, ah quand même, t'es pas sorti de la bande verte, mais quand même, il est un peu tard, quoi. Il est un peu tard pour te mettre à marcher. Et donc là, ça mérite d'être un peu exploré plus largement, de voir les autres domaines de fonctionnement de l'enfant et éventuellement de la stimulation. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'est très clair, merci beaucoup. Euh, Vous avez cité dans les tests, pas les questionnaires, mais dans les tests d'évaluation précoce, donc pour les tout petits, la Bélé, qui est d'ailleurs arrivé, je crois, en version française il n'y a pas si longtemps, il doit avoir un an et demi. Mhm. Le brunellésine. Vous n'avez pas cité le PEP 3, alors je pense que ça c'est une question qui peut être intéressante pour les collègues parce que c'est un des outils les plus utilisés. Et voilà, je me demandais s'il y avait une raison en particulier parce que on parle beaucoup des difficultés d'étalonnage du test. Je me demandais si c'était lié à ça. Non,
en fait, je connais pas bien, moi, je ne connais pas bien ce test, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et il me semble qu'il est en particulier utilisé dans le cadre de l'autisme. Et donc, je me suis toujours dit qu'il y avait peut-être quelque chose dans ce test qui en faisait un outil privilégié dans certains contextes. Mais en fait, par exemple, je sais que dans ce test, mais je le connais très mal, hein, je suis navrée, je sais que dans ce test, il y a par exemple des tâches extrêmement intéressantes, notamment de stéréognosie, donc d'identification d'objets, je ne sais pas si vous le connaissez bien, mais d'identification d'objets qu'on montrerait à l'enfant. En fait, plusieurs fois, je me suis dit que j'irais creuser un peu, et puis j'ai jamais eu le temps. Et donc, en fait, il est en cours d'adaptation, c'est ça, mais un problème d'étalonnage, et pas assez de personnes qui cherchent. En tout cas, je crois que la BD est vraiment l'outil qui fait référence en matière d'étalonnage aujourd'hui. Ouais. Merci à vous. Ouais. Et justement, pour revenir sur cette partie, sur l'évaluation et notamment les questionnaires, est-ce que, en fait, qui peut proposer ces questionnaires, là, les deux dont vous avez parlé? Est-ce que c'est transdisciplinaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai un avis dessus. En fait, je pense que ça peut servir à deux types de professionnels. Ça peut servir en tout cas pour le LDCDQ, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était très utile de le diffuser à destination de professionnels qui ne sont pas spécialistes de la motricité, puisque du coup, ça leur permet d'avoir justement une vision un peu via les parents qui ont l'occasion de voir leur enfant tout le temps, toute la journée, donc ils ont un regard beaucoup plus aguerri, beaucoup plus avisé sur les performances de leur enfant à un médecin généraliste, par exemple, ou à un psychologue qui n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'expertise, pas beaucoup de maîtrise. Et donc, ça pourrait être un indicateur pour ces professionnels-là qui ne sont pas des spécialistes du mouvement. Mais c'est aussi un outil qui peut être très intéressant dans un contexte clinique pour le psychomotricien, pour en quelque sorte asseoir un peu les représentations des parents, essayer de voir qu'est-ce qu'ils perçoivent de leur enfant, qu'est-ce qu'ils comprennent, et du coup essayer de faire bouger un petit peu les choses de ce point de vue-là quand on a justement les moyens de faire un vrai bilan psychomoteur. Donc, le mettre en concordance. Donc, pour ce questionnaire-là, le LDCDQ, je pense que ça peut être vraiment deux utilisations différentes. Pour l'ASQ, je trouve que il ressemble pas mal en fait au questionnaire qui a été développé par la HAS pour les médecins généralistes dans le contexte de la mise en place des plateformes, les plateformes, les PCO. Donc ces questionnaires, ils sont justement pour des personnes qui ne sont pas spécialistes et qui vont aller chercher auprès des parents des indicateurs aussi sur le fonctionnement de l'enfant en dehors. Donc, est-ce qu'on pourra en imaginer une utilisation comparable, la SQ par exemple, par un psychologue ou par une équipe peut-être pluridisciplinaire de soins qui récolterait ces éléments et les utiliserait pour construire aussi, pour compléter le profil qu'ils ont de l'enfant? Ça, je pense que c'est aux équipes de l'inventer, mais en tout cas, les questionnaires l'ASQ sont faits pour les parents ou les professionnels auprès de l'enfant. Donc, il y a des indications qui leur sont données en leur disant, bah, vous pouvez, voilà, des petits jeux qui peuvent vous aider à observer ces différents comportements, par exemple, chez l'enfant. D'accord, merci. Super, merci. Moi, je me demandais, quand vous parliez à la fin du fait que la motricité est plus sensible que spécifique, c'est bien ça, hein, votre dernier message, me semble-t-il. Ouais, Euh, moi, ça me fait penser aux valeurs prédictives et négatives et positives qu'on a sur les tests quand on les fait chez les tout petits. C'est vrai dans l'autisme aussi, c'est-à-dire que quand on cherche des marqueurs très très précoces avant 12 mois de signes qui peuvent être prédictifs d'un futur diagnostic de TSA, en général, les outils ont des valeurs de prédiction qui sont assez faibles en positif, qui manquent de spécificité. Et je me disais d'un autre côté, est-ce que la motricité, elle n'est pas condamnée à être toujours plus sensible que spécifique dans la mesure où c'est la première chose qu'on voit en fait sur le plan développemental et qu'on peut ouais, pas justement voir euh, pas encore le langage, pas encore l'attention, pas encore les comportements de communication. Est-ce que finalement, elle n'est pas condamnée à avoir ce rôle de facteur sensible moins spécifique? mm.
Moi, je dirais pas que c'est une condamnation, en fait. Je trouve c'est presque un honneur. C'est-à-dire que finalement, cette motricité, elle est le fondement des rapports de l'enfant au monde. Et donc, du coup, si elle dysfonctionne, alors on doit être vigilant parce qu'il y a potentiellement derrière des troubles du développement. Donc, en fait, moi, je trouve ça même plutôt pas mal. En tout cas, comme spécialiste du mouvement et en m'intéressant aux jeunes enfants, je me dis que ma foi, bah, ça a du sens, ça a du sens hein, quand on regarde en plus les modèles maintenant de développement, je pense au modèle neuroconstructiviste dans lequel finalement le corps se développe dans une direction qui lui est offerte par les expériences que vit l'enfant dans le monde. Et donc, du coup, c'est à la fois le corps, le moyen pour son cerveau de se construire, ses perceptions et ses actions sur le monde sont faites par son corps. Et donc, c'est son corps qui va lui permettre de construire son cerveau. Donc, en fait, on passe avant. Donc, je trouve que c'est très positif. Ah oui. Après, il y a quand même des domaines dans lesquels on a des atypies qui pourraient quand même être un peu plus signifiantes que. Mais pour ce qui est du retard ou du dysfonctionnement, je trouve que c'est intéressant. Oui, je me demande si c'est pas justement un élément qui vient nourrir l'idée que le trouble du neurodéveloppement, pardon, c'est quelque chose qu'on peut repérer précocement, mais que finalement, il y a l'idée d'une spécificité développementale du TDC ou d'une spécificité développementale du TDAH. Des fois, elle est assez discutée quand vous abordiez la question de l'approche transdiagnostique, de Mhm, s'apercevoir que finalement, si on voit dimensionnellement les enfants, il y a dans presque beaucoup de cases des choses qui peuvent se recouper entre différents types de diagnostics catégoriels de TND. Finalement, est-ce que ça vient pas un peu alimenter cette idée-là? C'est-à-dire que au travers de la motricité, on peut voir que quelque chose dysfonctionne peut-être tôt. Ça ne nous renseigne pas de manière spécifique sur la suite, mais ça nous renseigne sur le fait que probablement plus tard, on verra toujours une difficulté développementale. mm. Oui, oui, je crois tout à fait. En fait, c'était un peu le sens de mon propos quand je suis passée sur l'approche transdiagnostique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une telle, telle comorbidité entre ces différents troubles du neurodéveloppement et puis une telle diffusion des signes subcliniques, c'est-à-dire des petites difficultés de lecture chez les enfants avec un trouble de la coordination, des petites difficultés de coordination chez les enfants autistes, des petits problèmes de lecture chez les enfants avec des troubles de l'attention. Donc, une telle interpénétration entre ces troubles du neurodéveloppement que quand même, il y a une sorte de. Les auteurs, c'est Sonu Gabark hein, qui dit c'est une révolution cunienne qui est en cours, c'est-à-dire il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de se faire. Et je pense qu'il est aussi soutenu effectivement par ces observations développementales précoces, que finalement il y a beaucoup de choses qui ne sont pas spécifiques. Je voudrais quand même pas qu'on dise qu'il n'y a rien de spécifique parce que je crois qu'il y a quand même des enfants qui ont des difficultés très très spécifiques. Et moi, dans mes travaux, j'observe que des fois, justement, on a des enfants qui ont vraiment uniquement un seul des troubles. Par exemple, des enfants qui ont des problèmes de lecture et pas du tout de motricité, et des enfants qui ont des problèmes de motricité et pas du tout de lecture. Mais un grand nombre ont quand même un peu des difficultés dans les deux domaines. Oui, je trouve que la réalité clinique, ça va plus dans ce sens-là. Mm. Et que on arrive à y voir plus clair avec ce type d'explication et toutes ces hypothèses plutôt transdiagnostiques. Ça colle Mm, plus avec ce qu'on voit dans le quotidien. mm, mm. On a une question de Laetitia après sur est-ce que vous avez connaissance d'études sur l'impact du confinement, de toute la période Covid, sur le développement psychomoteur des enfants? Non, j'ai rien lu. J'ai pas cherché en fait. J'ai pas cherché ça. Non, je suis désolée. Parce qu'on peut imaginer, tout comme voilà, une plus faible stimulation, est-ce que du coup, il serait un petit peu plus vers la droite au niveau de justement de ces bandes vertes, encore une fois? Euh, Je sais pas. En fait, je suis pas sûre du tout parce que quand même,
au niveau psychomoteur, les enfants ont été aussi beaucoup exposés, en tout cas les jeunes enfants, à leurs parents, à des environnements dans lesquels il y avait des tas de choses à découvrir, à explorer. C'est-à-dire, autant j'ai été assez curieuse de savoir ce qui sortirait des recherches sur le développement du langage avec l'exposition au masque, hein, autant la question m'est pas apparue cruciale sur le développement de la motricité. Mais en fait, c'est vrai que ça mériterait d'être recherché. Mais je ne l'ai pas fait. Merci. En mode question là-dessus, est-ce que les écrans, on en parle beaucoup aujourd'hui. Je suis Mhm. certain que vous avez forcément dû un jour voir chose là-dessus. Est-ce qu'il y a... On en parle énormément, parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup chez les collègues, notamment les cliniciens, les cliniciennes. Est-ce qu'on a des choses qui peuvent éventuellement montrer que l'usage d'un écran trop précoce, par exemple, pourrait être associé ou il y a un lien de cause à effet avec des difficultés de motricité? Alors, j'ai pas connaissance de recherche vraiment dans ce sens, mais là où je connecterai un peu, c'est qu'il y a pas mal de travaux sur les liens entre euh, surpoids et difficultés motrices, en fait. Et du coup, comme il y a pas mal de liens aussi entre pratique des écrans et surpoids, on peut imaginer que tout ça s'articule un peu. Sinon, je pensais à un truc, c'est reparti. Oui, en fait, non, moi j'ai eu aussi des feedbacks de collègues de psychomotriciennes qui m'ont raconté elles avaient vraiment observé souvent une diminution des comportements d'exploration chez des enfants qui pratiquaient beaucoup des écrans, mais j'ai jamais lu de recherche précise non plus là-dessus. Je Mais ne en pense fait, pas. j'entends aussi beaucoup parler de ça. Et moi, j'ai pris le temps de lire là, le bouquin des Murger sur le crétin digital, là, la fabrique du crétin digital. Il ne parle pas tellement de motricité de mon souvenir dedans. Il est plutôt sur les fonctions cognitives, le langage, les interactions, mais il ne me semble pas tellement sur les activités physiques. Merci beaucoup. Merci. Autre question de Clémence sur, encore sur les bandes vertes. Cette fois-ci, des enfants qui seraient plutôt à gauche de la bande verte. Est-ce que ce serait prédictif de quelque chose? Si ceux qui sont plus à droite vous sortirez, ce serait prédictif d'un TND. Est-ce que l'inverse pourrait être, je ne sais pas, prédicteur de quelque chose, d'un super développement, d'un HPI, je ne sais pas. Alors, je crois que c'est un petit peu l'hypothèse de Vèvre-Douré, hein. Il me semble qu'elle est un peu dans cette approche à justement traiter la précocité motrice ou cognitive comme finalement des indicateurs d'un surfonctionnement avec des liens qui sont faits avec la vitesse de traitement, la vitesse de développement, la maturation. En fait, il me semble que c'est beaucoup de spéculation et aussi le fait que finalement, on revient toujours à cette idée de tous les domaines. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on arrive à tenir assis sans support un peu plus tôt que forcément on est précoce dans tout. Donc je crois que c'est important de regarder les choses de façon un peu globale. Donc un enfant qui serait effectivement précoce dans toutes ses acquisitions psychomotrices, en fait, on en voit d'ailleurs régulièrement. Il y a des enfants, ils sont hyper vite, ils se tiennent, ils courent, ils sont très très dans l'exploration. Et il semblerait qu'il y ait un lien avec le fonctionnement intellectuel ensuite, mais je ne sais pas si c'est si démontré que ça. Je sais pas, souvent, c'est des petites cohortes ou Hmm. donc, Ok. je ne sais pas. Je suis désolée, il y a beaucoup de questions à vous poser où je ne sais pas. Mais, en fait, en fait, souvent, on construit aussi, hein. On imagine des lois, des choses systématiques, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci Je vous en beaucoup, ouais, prie. vraiment. Merci infiniment. Marie, je crois qu'on n'a pas de questions, hein, donc on n'a plus Ouais. de
cas, merci beaucoup à la fois, donc encore une fois pour la présentation et là aussi pour vos réponses. Effectivement, on n'a pas réponse à tout, mais je pense que c'est un peu aussi l'état actuel des connaissances. On en est un peu là aujourd'hui. Oui, et puis je pense que c'est aussi la difficulté, en fait, c'est vraiment l'enjeu du développement, c'est-à-dire que c'est vraiment un processus qui prend du temps et qui est extrêmement sensible à énormément de facteurs. Un petit peu, on pourrait comparer ça au climat, hein, dans la période que l'on vit. C'est-à-dire que le climat, c'est le temps qui fait, c'est le résultat d'énormément de facteurs, de la température de la mer, de la température des glaces, du sens du vent, de El Niño, du taux de CO2 dans l'air. Et en fait, on a là un système complexe qui fonctionne et faire des prédictions sur la direction dans laquelle va évoluer ce système est éminemment compliqué. Et donc, on peut faire des modèles, on peut prédire, mais ces modèles, en fait, sont toujours imparfaits. Et quand, par exemple, on observe que les enfants qui, plus tard, auront un trouble développemental de la coordination, ont un retard. Là, moi, je peux vous montrer une diapo, si on a un peu de temps. Euh, J'avais travaillé sur un article, là, je pourrais éventuellement vous montrer sur les signes précoces du trouble développemental de la coordination. Alors, il y a une étude chinoise là, qui vient de sortir dans laquelle il y a 8395 enfants qui ont été en fait testés au MABC et pour lesquels on a demandé aux parents rétrospectivement d'indiquer à quel âge avait marché l'enfant, à quel âge il avait fait du quatre pattes, ok. Et les résultats là, qui sont représentés montrent que, par exemple, on a un lien entre les enfants qui ont un score bas au MABC et par rapport à ceux qui ont un score haut au MABC sur certaines variables. Et donc, on voit que, en fait, il y a un mois de différence statistiquement. Les enfants avec un TDC marchent et rampent un mois plus tard que les autres. Alors, ouais, c'est significatif, super, mais en fait, quand vous êtes le clinicien qui avait un enfant comme je vous disais tout à l'heure, qui va marcher toujours un petit peu plus tard, mais en fait, c'est un petit peu plus tard, mais il reste dans la bande verte. Donc, euh, donc qu'est-ce que vous en savez? Vous n'allez pas, parce que c'est un mois plus tard, c'est à l'échelle des groupes, c'est des probabilités, et c'est du rétrospectif en plus sur des questionnaires. C'est extrêmement compliqué d'avoir des connaissances tangibles sur vraiment la dimension prédictive. Moi, je ne suis pas sûre qu'on arrivera un jour à vraiment avoir des éléments si robustes. Je pense qu'on Oui. identifiera peut-être des caractéristiques. Les atypies, ça, moi, j'y crois plus que l'âge d'acquisition. Donc, des choses qui, dans la façon de marcher, vous voyez, ces asymétries corporelles, toniques qu'il y a dans certains troubles, ça, je pense que c'est probablement une voie prometteuse. Mais l'âge d'acquisition, j'y crois pas du tout. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose à faire autour de la sensibilisation, sensibiliser les parents à un peu plus aux âges développementaux, à ce qui est censé être acquis, aux atypies développementales? Non, je pense pas les parents, je penserais plutôt les professionnels. Je pense vraiment, je trouve dans les écoles, encore Mhm, les ouais. instituts, ils ont vraiment besoin d'être alimentés en connaissances un peu plus robustes. Les médecins généralistes aussi, enfin, j'imagine là toutes les personnes qui se connectent à Octopus, j'imagine en grande partie des psychos. Ouais, vous voyez, tout un tas d'interlocuteurs qui sont quand même très mal formés, très peu. Voilà, justement, qu'on des représentations. Ah, mon enfant n'empile pas de cubes. Est-ce qu'il est en retard, madame? Enfin, donc des connaissances un peu approximatives et un peu tranchées, un peu rigides. C'est-à-dire que c'est important, il me semble, de reparler de variabilité, de reparler du fait qu'il n'y a pas d'enfant moyen, que en fait l'enfant il fait comme il peut avec les outils qu'il a à sa disposition. Nous, à nous de guetter qu'il ne soit pas en difficulté ou qu'il
fasse pas les choses trop bizarrement, parce que ça voudrait dire que le système est en train de fonctionner d'une façon qui nécessite qu'on intervienne, parce que ça c'est un peu les théories du chaos. Vous voyez, à un moment donné, ça va devenir un peu chaotique, il va plus savoir s'en sortir, et donc il faut anticiper un peu ça. Mais, euh, mais je pense que c'est plutôt les professionnels, ouais, puisqu'il y a pas mal de visites qui sont prévues. Les enfants, ils sont socialisés, ils sont très vite confrontés à des personnes qui sont des spécialistes. Les parents, en fait, ils ont une super bonne sensibilité à la différence entre leur enfant et les autres. Ça Mhm. marche très très bien. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne reconnaît pas assez. Eux, ils savent. Et c'est un peu d'ailleurs le projet de thèse qu'on a avec Elisabeth et Céline, c'est de montrer qu'en fait, les parents, ils avaient vu des trucs qu'ils avaient vus Oui, depuis longtemps. Et, mais ils n'ont pas trouvé d'écho à leurs inquiétudes. Parce que c'était trop jeune ou parce que oh, oui. ça, on attend un peu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça me fait penser au... Pour le langage, c'est un peu la même chose, où l'inquiétude des parents est vraiment à prendre en compte. On a Mm. encore deux petites questions de Charlotte Lumeau. Une première autour des... est-ce que vous conseillez des formations sur les mouvements généraux? Est-ce que vous avez des formations spécifiques à conseiller? Alors, bon, non, en fait, moi, je connais juste celle du groupe italien là, qui en assure un certain nombre en France régulièrement. Et ce groupe qui forme, moi, je connais plusieurs personnes qui ont suivi des formations dont elles sont très contentes. Et surtout, je vois que c'est des gens qui publient aussi, qui font des recherches et donc qui ont une approche des mouvements généraux qui me semble assez sérieuse. Donc, j'ai montré la diapo tout à l'heure. Les mouvements généraux. Ah non, zut. Ah zut. C'était quelle diapo? J'ai un peu du mal à mémoriser ce nom parce qu'il y a beaucoup de i dedans. C'était qui? C'était Ferrari, pas Filippetti. C'est Ferrari. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et donc, petite situation clinique, un enfant de 22 mois qui a marché à 20 mois, après 5 mois d'accompagnement psychomoteur et kiné, et qui a fait un déplacement au sol très atypique. La neuropédiatre a prédit un diagnostic de TDC dès ses 20 mois. Qu'en pensez-vous? Ah ben ouais, parce qu'en fait, là, on se retrouve avec plusieurs indices. C'est-à-dire que on a deux compétences qui apparaissent tardivement, le ramper plus la marche, et qui apparaissent avec un soutien. Et ce serait intéressant de voir comment ça fonctionne dans les autres domaines. Mais voilà, l'enfant qui est, comme tout à l'heure pour l'enfant en avance, l'enfant qui est en avance sur une compétence ou en retard sur une compétence, on ne peut rien en dire. Par contre, s'il cumule comme ça un certain nombre d'acquisitions qui apparaissent particulièrement tard et tard, avec en plus un soutien de psychomotricien, ça, c'est un peu, ouais, c'est pas un très bon pronostic. Et Hmm. après, il s'agit de voir aussi, est-ce que l'enfant, par exemple, on sait maintenant qu'il y a des effets de la saison de la naissance sur le développement psychomoteur. Il y a des Allemands qui ont publié ça assez récemment. En fait, il y a des petits décalages, mais qui sont assez faciles à comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, votre enfant, il naît au mois de septembre ou d'octobre, eh ben, on arrive à l'hiver, alors vous allez moins le laisser, vous allez le couvrir. Et donc les enfants vont être un tout petit peu retardés par rapport aux autres, enfin retardés donc, un peu plus tard que les enfants qui naissent du coup juste avant l'été. Si vous avez votre bébé à la fin du mois de mai, eh ben, il passe tout l'été à poil sur une couverture. Donc il y a énormément d'opportunités, d'exploration et le développement est un petit peu amélioré. Donc tout ça encore question de système. Donc, il faut voir les différents domaines, les différents paramètres, les stimulations euh, et les autres domaines de fonctionnement aussi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me semble qu'on est allé au bout des questions. On est au bout. C'est le moment de faire mon animation. Si ça Merci beaucoup, professeur Jover. Oui, un grand merci. C'est très Euh, intéressant et très clair. Bah, Merci merci à à tous les vous. participants. Bonne fin de Euh, soirée, oui. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. Le détail de l'intervention du mois prochain sera sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre
sur les réseaux pour savoir le prochain 30 minutes avec. Merci encore, Marianne Jovert. Merci, au revoir. Euh, Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Mm. Je pense qu'on est toujours en live. Ouais. J'arrête Marie, l'enregistrement. il faut que tu arrêtes le webinaire. On est toujours visible.